Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le rôle honorable du liquidateur. C'est un webinaire qu'on fait dans le cadre du mois de la littératie financière au Canada. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, mon nom, c'est Corinne Sauvé-Boulay. Je suis gestionnaire de portefeuille et planificatrice financière chez Raymond James au sein de l'équipe de Demos Gestion de patrimoine familial. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ma collègue Marissa Lidigna. Bonjour Marissa. Bonjour. Et avant juste de commencer le webinaire, j'aimerais faire deux rappels. Le premier, c'est qu'on vous invite fortement à poser vos questions. On veut que ce soit interactif. On est là pour ça. Je pense que c'est un sujet très intéressant. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire avec la boîte de questions et réponses au bas de votre écran. Les questions sont anonymes et on va lui répondre aux questions verbalement au fur et à mesure. Et le deuxième rappel, c'est que ce webinaire va être enregistré et on va pouvoir partager l'enregistrement par la suite si vous voulez le réécouter ou le partager avec des gens dans votre entourage que ça pourrait intéresser. Alors, sans plus tarder, je te laisse la parole, Marissa. Merci Corinne et bienvenue à tous et merci d'être venus aujourd'hui. Euh, le rôle de liquidateur, est-ce que c'est vraiment un honneur ou, euh, ou est-ce que c'est vraiment une fardeau de beaucoup de travail? Alors aujourd'hui, on va discuter le rôle, de la façon de choisir la bonne personne pour faire ce travail, des rôles et des responsabilités qui l'accompagnent des relations avec les bénéficiaires, des distributions des actifs de la succession, des erreurs courantes. Alors, je vais juste aller sur l'ordre du jour, juste brièvement. Alors, les distributions des actifs, euh, les erreurs et les histoires, parce que je pense que les vrais exemples que je vois dans ma rôle chaque jour, c'est vraiment ça me touche de toutes les personnes qui pensent de la réglementation, de l'administration, de la succession. Là, c'est important de savoir vraiment dans le rôle qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va passer. Alors, je vais mettre sur l'écran juste quelques tâches qui devraient être faites par le liquidateur lors de la réglementation d'une succession. Alors, je vous assure que, et Corinne peut attester aussi, qu'il y a beaucoup plus de tâches que cela sur l'écran, mais je ne vais pas tous les passer en revue, mais juste, je voulais souligner certains éléments suivants. Alors, numéro un, premièrement, c'est très important de protéger les actifs. C'est très important lors d'une administration, d'une succession, de sécuriser tous les actifs qui restent par exemple, dans une propriété vacante. C'est important de mettre à jour l'assurance pour une propriété pour s'assurer aussi que c'est toujours protégé parce qu'une propriété vacante est traitée pour des fins d'assurance sont traitées différemment d'une propriété qui personne réside dans une propriété. Et pour cette raison, il existe des différentes règles concernant l'assurance. Alors, c'est important aussi d'identifier tous les actifs et les passifs dans une succession. Et parfois, au première vue, c'est quelque chose qui est évident. Peut-être des comptes bancaires, des comptes d'investissement, et peut-être une propriété ou deux, mais parfois, c'est plus difficile d'identifier une compte. Euh, Par exemple, que c'est une compte dormant, peut-être vous n'avez pas de l'accès en ligne ou vous ne recevez pas des, euh, des papiers par la poste chaque mois. Alors, c'est plus difficile de trouver. Des fois, ça arrive que vous commencez de la réglementation et après, vous recevez l'information concernant ces biens. Alors, aussi, c'est très important d'évaluer toutes les collections et tous les biens, parce que, premièrement, une raison est pour les fins d'impôt, et la suivante serait pour les distributions aux bénéficiaires, pour s'assurer que le montant, que tout le monde reçoit, peut-être les bénéficiaires reçoivent des montants égaux. C'est important de confirmer que ces montants sont égaux et aussi, pour les fins fiscales, c'est important d'identifier tous les biens. Aussi, il y a des collections, l'art, c'est important d'évaluer. Aussi,
vous devez fermer, juste une autre chose que vous devez faire, vous devez fermer les comptes détenus personnellement et transférer ces comptes dans le nom de la succession. Une autre chose que je vais toucher peut-être dans quelques minutes, c'est vous devez avoir beaucoup de communication comme liquidateur avec tous les bénéficiaires. C'est important aussi de recueillir tous les des informations correctes pour payer des impôts. Et ce n'est souvent, tout le monde savez que c'est pas au moment du décès que les impôts sont payés. Ça prend des mois, peut-être. C'est payé après un certain temps, après le décès de personne. Mais c'est important comme liquidateur pour conserver les actifs, pour s'assurer que tous les paiements sont effectués en totalité. Parce que je vais toucher pendant toute la présentation, le liquidateur est responsable pour les montants dus par la succession. Et si les liquidateurs distribuent les actifs trop tôt, il peut être responsable pour les payer les autres montants qui sont payés. Et la dernière chose ici, le second de dernière, nous recommandons aussi également que les certificats de décharge soient finalement déposés après pour vraiment le calme et la paix du liquidateur de savoir qu'il a fait tout, que tous les montants sont payés en avant de distribuer le résidu, le reste qui est dans la succession. Alors, Ça, c'est un excellent point. Puis juste peut-être pour ceux qui savent pas c'est quoi un certificat de décharge, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est un document qui est émis par les autorités fiscales. Est-ce qu'il y en a un au Québec et au Canada pour les résidents? exact, Bon, les deux, oui. exact. Donc, l'Agence du revenu du Canada, Revenu Québec vont émettre un certificat qui dit, OK, vous pouvez aller de l'avant avec les distributions, autrement dit. Alors, c'est important de l'avoir avant de distribuer pour pas se faire prendre et devoir de l'impôt qu'on n'avait pas prévu, là. Oui, et nous sommes uniques ici au Québec parce qu'on a l'autorité fiscale provinciale. Toutes les autres provinces, c'est seulement fédéral. Alors, on a double de travail à faire pour les certificats, pour tous les taxes, vraiment. Ouais. Euh, Déjà, avec cette liste-là, on peut voir que ce n'est pas une mince tâche d'être liquidateur, là. Surtout que tu dis que ça, c'est juste une partie du travail. Donc, on commence déjà à voir que c'est un travail assez complexe. oui, certainement. Alors, euh, c'est très important de mettre beaucoup de réflexion dans quand vous faire la façon de choisir votre liquidateur et qui cette personne devrait être. La première chose à considérer, est-ce que cette personne a le temps vraiment de faire ce travail? C'est un travail qui est très occupé. Il ne pourrait que peut-être la personne que vous pensez de désigner n'a pas le temps de faire. Peut-être il a une vie quotidienne qui est très, très occupée. Il n'a pas le temps d'assumer ce travail. Cela prend des centaines, vraiment, je vois des fois des centaines d'heures pour régler une succession. Et si la personne n'a pas de temps, c'est souvent, ça prend beaucoup de temps extra pour faire tout le travail et des bénéficiaires sont pas très contents avec le, le temps qui se prend pour régler. Aussi, des fois, des personnes plus âgées, les personnes retraitées ont le temps pour faire le travail, mais est-ce que la personne à cet stage de la vie veut faire ce travail? Peut-être il commence de perdre la capacité, alors c'est important de penser tout ça. Et ça, c'est pourquoi je recommande tout le temps vraiment même si la première personne que vous désignez comme liquidateur, peut-être c'est environ la même âge, c'est important de nommer les remplaçants qui ont moins, euh, qui n'est pas âgé, au même stade de vie. C'est important de désigner quelqu'un plus jeune. Ou ça, c'est pourquoi des personnes des clients veulent nous désigner comme liquidateur, le Trust Solis, parce que nous serons toujours en vie comme une compagnie de fiducie pour régler les successions. Aussi, ça prend de la connaissance. Des fois, il y a des actifs dans la succession qui sont plus
compliqué. Vous devez savoir qu'est-ce que vous savez aussi, qu'est-ce que vous n'êtes pas confortable avec pour poser des questions aux professionnels pour prendre soin de tous les actifs. Euh, Aussi, l'emplacement du liquidateur. Euh, avons vu au cours des dernières années que beaucoup de fois, beaucoup de choses peuvent être faites par distance. Mais c'est important, dans la réglementation de la succession, il y a des actifs dans un certain territoire et c'est important d'avoir des boots on the ground, je dis en anglais, pour vraiment prendre soin de la succession dans la manière la plus facile. Oui, on peut penser par exemple, c'est des fois, j'ai eu un cas de récemment, là, il faut vider une maison. Ben, c'est sûr, on peut toujours engager des gens, là, mais ça l'aide d'avoir des gens, un liquidateur plus proche qui peut s'occuper de tout ça, là, sur place. Et, il y a des biens personnels dans la maison, juste gérer toutes les petites choses que peut-être on n'a pas pensé quand vous désignez la personne dans votre testament. Aussi, les biens situés hors province, des fois, on voit beaucoup au Québec avec des snowbirds qui ont des propriétés en Floride ou à Arizona. Il y a toujours des choses que vous devez savoir de communiquer avec les professionnels dans cette juridiction pour prendre soin des biens aussi et pour les professionnels dans les États-Unis de savoir comment de traiter le testament notarié de Québec ici pour utiliser dans cette juridiction. Et juste une petite chose. La personne que vous nommez comme liquidateur a également la responsabilité personnelle, euh, assumer le rôle et le travail qu'ils font. Alors, c'est important qu'ils agissent de bonne foi tout au long du processus, qu'ils continuent de faire avancer les choses en temps opportun. Si ce n'est pas le cas, cela peut entraîner des tensions entre les bénéficiaires, mais surtout potentiellement exposer le liquidateur à une responsabilité civile à la Cour s'ils constataient qu'ils ne sont, si les bénéficiaires ou des autres personnes d'intérêt pensent que le liquidateur ne comporte pas de bonne foi dans cet tel rôle. Alors, vous voulez être en mesure de mettre en place votre liquidateur pour réussir. Alors, choisir la bonne personne qui a tous euh, les utiles pour faire un bon travail. Merci. Je pense que c'est des excellents points à prendre en compte avant de faire un choix. Si on veut revenir juste rapidement, je pense qu'il y aurait deux questions là. La première, quand on parle de l'emplacement du liquidateur, est-ce que la résidence du liquidateur peut être un enjeu aussi? Je pense par exemple à j'ai je nomme ma sœur qui est liquidatrice de mon testament, mais elle habite, elle est résidente aux États-Unis. Est-ce que ça peut Oui, être un problème? absolument. Je m'excuse, j'ai pas mentionné ici, mais c'est absolument, c'est vrai. Pour les fins fiscales, vous voulez que la succession serait une résidence canadienne, vraiment. Alors, c'est difficile des fois pour avoir une liquidateur qui est hors de Canada, hors de province aussi. Peut-être c'est un peu compliqué, mais c'est plus facile. Et aussi il y a beaucoup de si un liquidateur résident des États-Unis sont désignés, il y a beaucoup de reporting qui doit être fait dans les deux côtés de Canada et des États-Unis. Alors, il y a beaucoup d'extra travail qui peut-être sont pas, qui n'est pas pensé au moment que vous désignez la personne. Donc, c'est rare. Parfait, merci pour la clarification. Puis la deuxième question, c'était, dans le fond, là, on parle de choisir un liquidateur. Fait que ça, on fait cette désignation-là dans un testament. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un décède sans testament? Ça va être qui le liquidateur à ce Ah, moment-là? c'est une bonne question. Selon le Code civil, les héritiers, par majorité, désignent le liquidateur, mais vous devez penser que ça va prendre du temps pour savoir, de discuter, de discussion qui sera le liquidateur. Des fois, tous les héritiers sont pas dans les meilleurs termes. Alors, des fois, ça prend, c'est difficile de décider, et ça prend du temps pour aller faire un acte notarié pour tout ça.
pour tous les bénéficiaires de désigner le liquidateur. Mais ça prend du temps et c'est aussi, ça coûte plus pour faire toutes les étapes après. Oui, c'est Si un vous, bon point, ça, parce que des fois, les gens font pas de testament pour sauver des coûts, mais ils pensent pas que suite au décès, ben, ça engendre d'autres types de coûts. Euh, c'est ça. Il y a les testaments, j'en parlerai pas en grand détail, là, mais tu sais, il y a plusieurs types de testaments valides, là. Il y a le testament notarié, évidemment, mais un testament holographe à la main est valide si vous le signez, vous l'écrivez à la main puis vous le signez, c'est valide. C'est un peu plus long, je pense, à valider suite au décès, mais ça fonctionne. Euh, donc, il y a différents types là, selon les différents budgets. exactement. Le testament holographe, si c'est dans un format correct, légal, avec la signature, la date, écrit par la main et aussi le testament qui est signé devant les témoins, ils sont deux, les formes sont valides. Mais à la fin de la journée, ça doit être approuvé par la Cour. Ça va prendre des mois pour faire. Alors, ça dépend de la juridiction pour l'approbation, mais le coût au début de faire un testament notarié, c'est vraiment beaucoup, c'est moins de l'approbation de la cour et tout ça après. Un très bon point, merci. Alors, comme j'ai dit, il y a beaucoup de responsabilités, nombreuses tâches à faire, mais certaines sont principales et sont durant toute l'administration et ça inclut aussi normalement la gestion de tous les actifs de la succession et de payer tous les dettes. Et pour faire correctement, le liquidateur doit avoir une bonne compréhension vraiment de tous les actifs. Ils doivent préparer un inventaire final à partir des actifs. À date de décès de tous les actifs. Il doit également préparer une comptabilité sur une base annuelle pour toutes les transactions qui est fait durant l'année parce que l'inventaire, c'est un moment dans le temps. C'est pas qu'est-ce qui se passe après. Alors, la comptabilité doit être faite annuellement. Ça, c'est le minimum annuellement pour donner les bénéficiaires les informations concernant tout ce qui a été fait pendant l'année. Et je recommande tenir tous les registres méticuleux vraiment de tous les travaux que vous faites comme liquidateur. J'ai vu au fil des ans qu'il y a des clients qui sont désignés comme liquidateurs qui viennent dans mon bureau avec un sac plastique. Maintenant, c'est un sac réutilisable, vraiment, mais avec tous les reçus, tous les papiers. Et Wow. il veut faire de bon sens de tous les papiers. Et vraiment, je recommande pas d'agir de cette manière et vraiment faire les travaux à fur et à mesure quand ça vient faire prendre tous les détails de tous les reçus, tout ce que vous recevez dans je m'excuse, dans la succession aussi pour être très transparent avec tous les travaux qui sont faits. Euh, Ouais, c'est un OK. bon point, les sacs avec tous les reçus. Est-ce que pratico-pratique, là, c'est quoi la méthode privilégiée pour keep track un petit peu? Est-ce que c'est d'avoir un Excel ou qu'est-ce que les gens font en général? Vraiment, j'ai des personnes, Excel est vraiment, c'est parfait. Mais aussi, s'il y a des personnes qui sont pas assez confortables avec cette software-là, vous pouvez juste vraiment, juste un document Word, des courriels, juste pour faire track vraiment de tout, scanner les reçus, parce qu'il y a des demandes des fois pour qu'est-ce que c'était cette transaction c'est pourquoi. Ah, si vous pouvez trouver dans 2 secondes, c'est beaucoup plus facile de, le sac. Le sac magique. Ouais. Euh, OK, aussi, aussi. Alors, il y a beaucoup de comptabilité qui doit être fait. Le liquidateur est responsable de fournir une comptabilité très, très détaillée, comme j'ai dit pour les bénéficiaires, mais aussi pour les fins de comptabilité, pour préparer tout pour les comptables, euh, pour faire des déclarations fiscales qui sont correctes, parce s'il agit en bonne foi, il devait, divulguer vraiment toutes les informations concernant la succession pour les fins fiscales, pour les déclarations d'impôts qui sont finales pour vraiment décharger la succession. Les certificats de décharge à la fin de la journée, ils sont, euh,
un document que vous pouvez faire l'application, sauf après que vous recevez les cotisations finales pour la succession et quand c'est indiqué qu'il y a vraiment $0, il n'y a aucune chose qui sont payées au moment, qui sont restent pour payer. Alors, ça, normalement, les taxes sont les dettes les plus grandes dans une succession. Alors, si vous êtes à l'aise de savoir que vraiment à la fin de la journée, tout est payé, vous recevez les certificats de décharge, vous pouvez dormir à la soir de savoir, ah, j'ai fait tout. Des fois, il y a des bénéficiaires qui sont aussi les liquidateurs. Ils me posent les questions, est-ce que je dois faire l'application pour les certificats de décharge? Vous ne devez pas, mais à la fin de la journée, c'est pas votre patrimoine, c'est un patrimoine d'une autre personne. Et vous devez avoir certaines, you know, vous voulez mettre à l'aise toutes les autres personnes ou peut-être juste vous comme bénéficiaire de savoir que tout cet patrimoine était vraiment, c'était chargé, c'était fini, complété avec vraiment euh, the blessing of les autorités fiscales Mhm. pour savoir que tout est réglé. Je m'excuse quand je trouve pas les mots. Pas de Quelque chose qui est problème. plus simple de dire, c'est plus Aucun wordy. problème. Mais oui, puis c'est une situation qui doit arriver souvent, là, par exemple, au premier décès, dans le cas d'un couple, c'est souvent c'est le conjoint survivant qui est des liquidateurs et bénéficiaires. Mais c'est vrai que d'avoir la tranquillité d'esprit, là, d'avoir le OK, dans le fond, des autorités fiscales, ben c'est toujours une bonne chose. Absolument. Mais ça prend du temps. Ça, c'est quelque chose que vous devez, Oui. pas vous, mais toute personne doit comprendre que ça prend peut-être 6 à 9 mois après que les dernières déclarations sont payées de recevoir les certificats, mais c'est vraiment pour le reste de votre vie de savoir que vous avez fait correctement. Alors, aussi, je vais juste sauter à la prochaine diapo euh, parce que c'est concernant la communication avec les bénéficiaires. Alors, Oui, juste je peux avant, pas, Marissa, oui, pardon, on a une question ici. Ça dit que doit faire le liquidateur lorsque les bénéficiaires refusent la succession? euh, non, si c'est tous les bénéficiaires ou seulement un, alors vous devez renoncer. Cet bénéficiaire doit faire une renonciation légale et ça dépend à ce moment-là euh, qui sont les autres bénéficiaires. Est-ce qu'il y a un testament? Alors, peut-être il y a des remplacements. Les bénéficiaires, si Mhm, quelqu'un renonce. Sinon, si c'est selon la Code civile qu'il y a, ça sera je m'excuse, une succession ab intestate dans cette mhm. situation. Euh, et ça va passer à des autres membres de la famille vraiment selon le code. Mais si c'est une renonciation parce qu'il n'y a pas vraiment d'argent dans la succession, ça Il y va a plus être de dettes même que d'actifs, là. exact. Vous pouvez donner au Revenu Québec pour prendre soin de cette succession. Mais parce que normalement, des personnes ne renoncent pas s'il y a des actifs vraiment Mhm. d'héritiers, mais sinon, il y a un département de Revenu Québec qui va prendre soin des successions non réclamées et, OK. Ouais, pas très ben, actives. c'est un bon point, je pense, à mentionner. Merci pour la question, de dire que c'est possible de renoncer à une succession si c'est pas avantageux pour les bénéficiaires. Donc, autrement dit, si on hérite de la dette plutôt que des actifs, ben, c'est possible de juste refuser, là. Oui. Et c'est important aussi que le liquidateur peut renoncer aussi, même s'il est Mm. désigné dans le testament et il voit que peut-être il y a beaucoup de problèmes et c'était pas le travail qu'il a pensé qu'il doit faire. Il y a des années, quand il a été posé la question, il peut renoncer aussi. Oui, excellent point. On peut renoncer, puis peut-être que tu vas en parler plus tard, mais on peut aussi demander de l'aide en tant que liquidateur là, à des services fiduciaires là, comme Solus ou Mérite Exact. le travail. Juste brièvement, je vais juste discuter que vraiment, je peux pas insister trop pour dire que la communication régulière avec les bénéficiaires
sont vraiment les tâches les plus importantes, vraiment, tout au long, au fur et à mesure, pendant, il y a la réglementation, l'administration de la succession, même si un liquidateur fait un travail excellent, méticuleux, fantastique, s'il ne communique pas tous les travaux aux bénéficiaires, il peut avoir la perception qu'ils font quelque chose mal. Et même si, comme je dis, même si c'est pas le cas, alors c'est très important d'être en contact. euh, et comme j'ai mentionné, peut-être au plusieurs temps autour de l'année, pas seulement une temps par l'année avec la reddition. C'est aussi important de juste de dire qu'il est disponible par courriel ou par téléphone s'il y a des questions, parce que la communication routine est vraiment clé. Et ça joue un rôle énorme dans les, les, entre les liquidateurs et les bénéficiaires. Euh, OK aussi, est-ce que c'est ça ici? Euh, je vais juste toucher sur quelque chose. Je vois le temps, ça c'est pourquoi je vais peut-être sauter quelque chose. Pas de problème. Euh, OK, alors je vais juste, OK, je vais sauter. Prochaine étape. Alors juste pour te discuter quelques erreurs. Mhm. Euh, qu'un euh, un liquidateur peut faire pendant l'administration. C'est très important pour la liquidateur de ne distribuer pas les actifs trop tôt ou trop tard dans l'administration de la succession. Et je veux expliquer de quoi je veux dire par cette phrase. Un liquidateur a la responsabilité d'entretenir les actifs jusqu'au moment qu'ils sont distribués. Alors, très souvent, euh, chaque personne qui est vraiment touchée par une succession durant leur vie savent qu'il y a toujours les bénéficiaires, les membres de la famille qui va demander, poser les questions au liquidateur très, très tôt dans le processus, comme j'en ai besoin de l'argent, euh, c'est important pour moi. J'ai fait un investissement parce que je pense que je vais recevoir l'argent très, très tôt. C'est pas le problème du liquidateur, même si un des bénéficiaires a besoin de euh, l'argent trop tôt. Peut-être des fois, des liquidateurs qui sont des individus, les membres de la famille, ils, ils sont touchés par la pression des membres de la famille, mais c'est pas vraiment la responsabilité de régler la succession dans une bonne manière. Alors, si ils distribuent trop tôt, il reste peut-être des fois plus de dettes à payer. Il y a l'argent dans la succession. Cet liquidateur est responsable, peut être tenu comme responsable. Alors, c'est très, très important de savoir tout ça quand vous prenez le rôle et quand vous distribuez. Ou même dans l'inverse, si vous distribuez trop tard, vous êtes trop conscient. Aussi, les bénéficiaires ont les droits d'avoir you know, l'argent, les résultats de la succession à un moment donné. C'est pas gardé pour juste un certain moment que le liquidateur décide. Ça doit être fait au fur et à mesure selon les processus, selon toutes les étapes de la Code civile. Euh, Quand j'ai dit déjà, tenu les registres adéquats pour vous pouvez répondre aux questions des liquidateurs. Aussi, vous ne pouvez pas juste décider comme liquidateur de faire une donation parce que c'est bon pour des fins fiscales, pour la succession. Non, vous devez, même si c'est pas avantageux, vous devez suivre vraiment les termes du testament. Normalement, euh, les termes d'un testament sont clairs que le liquidateur ne doit pas euh, faire un accroissement ou de l'argent dans la succession, mais en même temps, vous ne voulez pas être dans des investissements trop high risk, vraiment dans durant l'administration. Alors, c'est important de ne liquider pas tout l'argent qui est sont investi, mais en même temps de ne conserver pas des choses qui sont trop high risk parce qu'il y a des questions des fois des bénéficiaires. Ouais, c'est un bon point, ça. Puis souvent, dans une succession, ben, l'argent va être liquidé éventuellement puis distribué. Donc, l'horizon placement, de toute façon, est très court. Alors, c'est moins approprié là, d'avoir des placements haut risque là, quand on pense distribuer à court terme. Oui, aussi, une chose qui est importante,
des fois, c'est une membre de la famille qui est liquidateur, mais il y a des autres membres de la famille qui sont bénéficiaires ensemble. Alors, c'est très important de n'agir pas dans une situation vous mettre pas dans une situation d'un conflit d'intérêts parce que peut-être vous, comme liquidateur, veut acheter de la maison, de la succession des fois, mais vous ne pouvez pas acheter pour une montant d'argent beaucoup plus bas. Peut-être s'il peut vendre sur le marché. Alors, si vous faites ça, vous devez avoir euh, euh, L'approbation, c'est, le... euh, l'approbation de tous les bénéficiaires Mhm. que tout le monde est en accord avec ce que vous faites dans cette situation. Euh, Aussi, une chose qui est importante aussi est de publier dans le RDPRM que vous êtes une désignation vraiment de liquidateur parce que les créanciers euh, peuvent communiquer avec le liquidateur pour être payés pour ce dette. Sinon, après du temps, euh, les créanciers peuvent prendre aussi le liquidateur comme responsable pour payer les dettes s'ils ont déjà distribué la succession sans faire ces registrations en registration correcte pour prendre pour que tous les créanciers euh, sont avisés qu'il y a un liquidateur, que cette personne était morte et ils peuvent C'est bon réclamer pour ça. les montants exacts. Euh, Aussi, à la fin de la journée, je recommande toujours que la liquidateur euh, reçoit vraiment les certificats, les décharges, vraiment les quittances de tous les autres bénéficiaires qu'ils ont fait leur travail dans la bonne foi et ils en reçoivent de la succession qu'est-ce qu'ils devaient être payés et que au même moment de les certificats de décharge et vous êtes confortable de faire de la distribution, c'est important de recevoir les quittances aussi des Les créances. bénéficiaires. Ouais. Exact. Alors, je veux juste te donner quelques histoires, euh, et quelques petits points, des choses. OK. Alors, la première est quelque chose qu'on avait discuté déjà, mais c'était une succession très, très simple. On a eu une cliente et ces situations ici, ces cas pratiques sont des situations où des clients ont pensé que c'est une bonne idée d'incorporer le Trust Solis comme liquidateur ou comme agent dans les successions sur l'écran, je m'excuse. Oui, donc, comme agent, ça serait en soutien au liquidateur, c'est bien ça? Exact. Le liquidateur reste dans le rôle, mais on fait tout de A à Z behind the scenes pour que tout ait été fait correctement. Alors, dans la première situation, le liquidateur est le seul bénéficiaire de la succession, mais elle habite à Boston et elle dit, ah, je pense que c'est un peu plus compliqué pour moi comme résident de l'États-Unis pour régler la succession. Et exactement, on fait tout ici. C'était la succession de sa tante. Elle habite à Montréal. Je m'excuse un instant. J'ai quelque chose dans ma gorge. Pas de Euh, problème. alors, on a fait tout pour cette client et c'est juste comme j'ai dit, c'est pas des fois des personnes pensent que ça doit être une situation très complexe pour désigner ou pour prendre l'aide d'une compagnie de fiducie. Des fois, c'est des choses simples, mais ça fait du sens parce que la cliente ou le bénéficiaire est à distance. Euh, J'ai peut-être une question concernant ça. Tantôt, on a parlé si le liquidateur est non résident, mais est-ce que c'est le même impact si un bénéficiaire de la succession est non résident ou c'est moins problématique à ce moment-là? C'est moins problématique pour les bénéficiaires, mais des fois, il y a une bénéficiaire. Des bénéficiaires peuvent être hors province, hors Québec, mais il y a des withholding tax, des impôts à payer des Hmm. fois sur des distributions. Alors, c'est important de considérer tout quand pour la liquidateur aussi, pour consulter avec des banques comptables pour te donner les soins que vous devez avoir de withholding vraiment dans les distributions que vous faites. Aussi, des fois, on voit tout le temps qu'il y a des clients que vraiment n'ont pas personne
qui est très proche, à Québec, au Canada, pour prendre soin de la succession, ou peut-être ils sont déjà liquidateurs pour une autre succession. Ils ne veulent pas te donner cette responsabilité aux proches. Des fois, nos clients, quand on doit vraiment, c'est pas grande discussion de nous désigner comme liquidateurs, c'est des fois une personne qui était désignée comme liquidateur pour une autre succession veut jamais agir une deuxième fois. Alors, des fois, euh, Ouais, c'est une bonne solution. ça peut un peu être un cadeau empoisonné, là, d'un sens. C'est une grande responsabilité. Exact. Euh, alors, OK, il y a une autre situation. Très brièvement, c'était le début du COVID en mai 2020. Déjà, c'est presque 5 ans, c'est fou. Mais il y a deux clients qui sont décédés, deux personnes âgées dans leur presque 100 ans, je pense. Mais ils sont décédés, une couple, euh, en 2 jours, une à l'autre de COVID, ils ont décédé. Alors, c'était une situation terrible, vraiment, pour les deux enfants. Leurs enfants ont reçu tous les biens en vertu des testaments. Ils sont désignés aussi comme co-liquidateurs des successions de leurs parents. Mais quand j'ai rencontré ces enfants, ils sont des adultes, vraiment de 60 ans, j'ai vu vraiment qu'ils étaient capables de faire, mais ils sont très émotionnels. C'est une situation très, très difficile de perdre tous les deux parents presque dans 2 semaines. Pendant une pandémie que vous pouvez pas régler la situation dans une bonne manière facile. Une des enfants habitait à Montréal et l'autre à Ottawa. Euh, alors, ils ont décidé de nous désigner comme liquidateurs, le Trust Solis comme liquidateur de la succession, et même qu'ils peuvent être capables de faire. euh, le client à Ottawa a dit, je suis certaine que mon frère à Montréal, il va faire trop, beaucoup plus que moi parce que je suis à distance, même si que c'était 2 heures et demie. Alors, les deux, pour réduire le stress, vraiment, ils ont désigné le trust comme régulateur pour prendre soin de toute la succession. Et même, cette situation était vraiment simple, mais il y a des surprises et ils sont vraiment très, très à l'aise que nous sommes ici pour vraiment prendre soin de la succession. Ouais, puis c'est vrai que des fois, même si c'est simple, c'est difficile d'avoir un partage équitable des tâches s'il y en a un qui habite plus loin ou quelqu'un plus occupé. Donc, des fois, la solution la plus simple, là, c'est de confier le mandat à quelqu'un d'autre. Oui. Euh, j'ai un autre client qui avait le choix de désigner comme co-liquidateur euh, une compagnie de fiducie et on travaille avec ce client pour régler la succession de son mari. Après que la succession soit réglée, il y a une fiducie pour l'épouse pour le reste de sa vie. À Québec, vous devez avoir une fiduciaire qui est indépendante, qui n'est pas bénéficiaire de la succession. Alors, nous pouvons agir dans ce rôle vraiment pour prendre soin de tous nos clients. Et c'est quelque chose qui est peut-être vous ne voulez pas donner cette tâche à un membre de la famille ou une amie parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, de travail à faire. Alors, on peut agir dans cette rôle. Parce que je dis comme nous agissons comme la Suisse. Nous sommes complètement neutres, indépendants, prend vraiment le bien-être de tous les bénéficiaires. On n'a pas des alliances entre les membres de la Mhm. famille. Et vraiment, mon dernière histoire est que une situation qu'on voit beaucoup avec nos clients, c'est une famille avec des enfants d'une première mariage et une épouse d'une deuxième mariage et les enfants sont pas sur des bons termes avec le deuxième épouse qui sont désignés comme liquidateurs de la succession et vraiment elle était comme gelée pour une année. Elle ne peut pas faire vraiment euh, aucune réglementation parce qu'elle était vraiment stressée émotionnellement avec les deux enfants qui appellent, demandent l'argent et vraiment après
pour une année, les conseillers avaient dit, oh, juste avoir une conversation avec Marissa, juste pour, elle peut mettre à l'aise, elle peut aider. Non, 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 c'était l'honneur que mon mari m'avait désigné comme liquidateur. Après 1 an, on avait une discussion. Elle a démissionné comme liquidateur et nous désignait. Elle n'a aucun stress maintenant avec les enfants. Il peut nous appeler 20 fois par jour. Je n'ai aucun problème avec ça parce qu'elle n'est pas stressée maintenant. Et elle m'avait dit des fois, beaucoup de fois, selon nos dernières conversations, qu'elle peut commencer maintenant de prendre soin de soi-même, de grieve pour vraiment le père de sa vie, Mhm. de son mari. Alors, nous sommes ici pour toutes les situations, pour tous les clients, pour aider dans des situations difficiles émotionnellement et même dans les situations complexes aussi. Nous sommes ici pour agir, mais des fois, c'est des choses émotionnellement que c'est une grande tâche avec beaucoup d'émotions. Et des fois, nous sommes ici pour aider, pour prendre soin de nos clients, de toutes les personnes qui ont besoin d'aide avec la réglementation. Ouais, mais merci beaucoup, Marissa. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments ici qui ont été très, très importants, là. Je dirais que le premier point, ce serait de planifier ça et de faire un testament, premièrement. Et ensuite, ben, le choix du liquidateur, c'est une grande responsabilité. Pensez à mettre des backups, là, si on peut dire. Donc, des liquidateurs remplaçants, c'est toujours une bonne idée. Puis même quand Marissa parlait de ses services, là, des fois, on peut dire, ben, idéalement, je veux nommer mon conjoint, mais s'il veut pas le faire, ben, j'aimerais avoir un fiduciaire corporatif là, comme Solus Trust qui est comme en deuxième choix si jamais la personne refuse ou est incapable de faire le mandat. Euh, il y a aussi, comme elle disait, là, des fois, quand il y a une fiducie impliquée, ben, il y a des fiduciaires corporatifs aussi qui existent. Donc, beaucoup d'aide et de soutien là, possible. Euh, Sinon, je ne sais pas si là, il y a des questions. On peut peut-être rester quelques minutes, voir si les gens ont des questions, mais j'ai l'impression que c'est le genre de webinaire qu'il faut comme réécouter plusieurs fois. Il y a beaucoup d'éléments. Évidemment, Marissa et moi, on est disponibles si vous avez des questions spécifiques concernant soit votre planification successorale à vous ou que quelqu'un dans votre entourage est décédé, là, puis vous devez gérer une succession prochainement. Exact. Mais même comme on avait discuté aussi, on peut agir comme un agent pour donner la soutien. Alors, si vous êtes dans cette situation, avoir l'honneur d'être liquidateur, nous sommes ici pour aider selon vos besoins. Super. Merci. Puis, quelque chose d'intéressant aussi, quand des fois on parle avec notre clientèle, c'est que, tu sais, évidemment, un liquidateur corporatif, ben, ça se paye, là, il y a des frais associés à ça. Mais si on le prévoit d'avance, puis on dit, ben moi, je veux mettre ça en deuxième ou troisième choix dans mon testament, ben, corrige-moi si je me trompe, mais il y a pas d'engagement financier là, à court terme. C'est un jour à mon décès, si c'est utilisé si le backup est utilisé, ben là, évidemment, il y aura une rémunération, mais ça n'engage pas de coût là, de prévoir ce genre euh, de backup-là, autrement dit. Pas du tout. Le seul frais est vraiment de faire une révision au testament ou ajouter par codicile. Euh, et une autre chose à vraiment de penser est que euh, si vous signez maintenant comme client pour dans le futur, vous bloquez les taux de maintenant pour le futur, mais aussi quelque chose qui je vois des fois est que même si vous utilisez comme un professionnel, comme avocat ou notaire ou autre professionnel comme liquidateur, il va charger par l'heure. Et des fois, il y a une hésitation concernant un grand frais pour la réglementation de la succession comme un pourcentage, mais à la fin de la journée, des fois, les taux par heure, ça monte beaucoup, ça monte très vite aussi. Alors, des fois, c'est très comparatif, les taux, entre les taux par heure ou les taux globaux pour une frais d'administration pour administrer une succession. Je sais pas si c'était clair qu'est-ce que j'ai dit, Oui, oui, mais oui. Oui, puis même, tu sais, j'ajouterais, là,
j'essaie de penser dans notre quotidien avec les clients. Déjà que le rôle d'un liquidateur, c'est un rôle très complexe. Quelque chose qui peut faciliter leur tâche, là, c'est de, c'est peut-être d'avoir à un seul endroit, soit avec votre planificateur financier, parce que souvent, nous, on est comme le chef d'orchestre un petit peu de tous les éléments de la vie financière, ou simplement de l'avoir quelque part, là, le contact de tu sais, où sont les comptes de banque, qui est l'avocat de la famille, qui est le comptable, tu sais, un petit peu avoir les contacts de tout le monde pour que le liquidateur ait déjà moins de recherches à faire, là, puis que tout soit centralisé. Exact. On a un grand document vraiment avec toutes les informations, avec les bénéficiaires, tous vos proches. Euh, et c'est un document statique, ça change tout le temps. Alors, des fois, il y a des clients qui préfèrent d'imprimer, d'ajouter par main et de réimprimer chaque fois qu'il y a un changement. Mais sinon, c'est un document sur l'ordinateur. Vous pouvez changer tout le temps. Mais c'est beaucoup plus facile dans le futur. Votre liquidateur va te remercier pour tout le travail Oui. qui est fait en avance, vraiment. Oui. Si ça peut alléger la tâche un petit peu, là, c'est apprécié. Et je sais pas si dans ta pratique, là, est-ce que tu recommandes en général que les gens avisent leurs liquidateurs qui ont ça doit arriver des fois que les gens sont liquidateurs par surprise, autrement dit, qu'ils ils ne s'y attendaient pas. Oui, je vois des surprises. Normalement, je pense que c'est une bonne idée d'avoir une discussion. Mhm. Et si vous devez prendre beaucoup de temps de fixer un rendez-vous pour poser la question aux personnes, ça, c'est une indication que peut-être ils sont ils ont beaucoup d'autres choses à OK. faire et peut-être peut pas prendre cette rôle. Mais Mhm. normalement, c'est une bonne idée de poser la question, de savoir si cette personne veut la responsabilité, peut prendre soin. Des fois, la première, l'enfant le plus âgé est Mhm. désigné dans le rôle après le décès des deux parents. Et des fois, il y a beaucoup pas animosité, je sais pas, est-ce que c'est un mot en Oui, français? oui, Non, mais l'animosité. oui, mais des Ben, fois, la rancune, les autres enfants sont pas nécessairement contents là, que ce soit le plus vieux qui oui, a cette mais au même temps responsabilité. aussi, cet liquidateur le plus âgé, l'enfant le plus âgé, avoir toute la responsabilité, Mhm. mais pas recevoir, mais pas un héritage plus grand des autres enfants. Alors, c'est des fois, même dans les familles les plus harmonieuses, ça fois, il y a des problèmes Des après. Et même conflits. aussi, je dis, les parents sont pas ici pour être, pour mettre la paix dans la famille. Exactement. Ça me fait penser à un point parce que tu as parlé de, bon, le frère qui s'occupe de la liquidation n'a pas nécessairement un héritage plus gros. Est-ce que c'est possible de rémunérer un liquidateur? Comment ça se fait, ça? Est-ce qu'on peut le prévoir d'avance? Oui, ça peut, normalement, qu'est-ce qu'on voit que si c'est les membres de la famille, ils sont pas rémunérés. Mais ça c'est de où les problèmes vont commencer. Mhm. Parce que, c'est quelque chose que mes parents ont laissé comme grand honneur. Mais des fois, ils sont pas payés. Mais je vois dans les situations un peu complexes que les parents, euh, donne une rémunération ou mettre dans le testament une rémunération pour leurs enfants qui agissent dans ce rôle. Sinon, ça peut être fixé chaque liquidateur peut être payé. C'est selon le code civil. Mais des fois, c'est indiqué dans le testament. Si c'est un membre de la famille, non. Alors ça, c'est important de discuter en avance si vous Mhm. savez que la situation est complexe, de peut-être mais que ça peut être payé si le membre de la famille veut. Et il peut fixer comme un taux horaire, il peut marquer comme un Un montant montant fixe, fixe. Mm. un prix fixe, ou selon le code, c'est normalement un pourcentage. OK, bah c'est très intéressant. C'est en sachant que c'est tellement une grosse responsabilité de Oui. penser justement si on veut donner une rémunération ou non, là, c'est un excellent point. Donc, on n'a pas d'autres questions, alors je pense on va terminer le webinaire dans ce cas-là. Merci beaucoup, Marissa, pour d'avoir présenté ça aujourd'hui. C'est un sujet pertinent qui va toucher presque tout le monde un jour ou l'autre de la vie.
Alors, C'est mon merci. plaisir. Oui, merci beaucoup à ceux qui ont participé. Et n'oubliez pas que nous allons envoyer l'enregistrement là, d'ici la fin novembre et qu'il y a d'autres webinaires à venir. Donc, restez à l'affût là, pour les prochains webinaires. Parfait. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Bonne journée.